Dans un instant, sur ce plateau, on va parler, devinez quoi, des résilients avec ce podcast dont on va fêter quelque chose, on va vous dire quoi, avec un LinkedIn Live. Et juste avant que nos invités nous rejoignent sur ce plateau, j'accueille Audrey Williard. Salut Audrey. Salut Bertrand. Senior Content Marketing Manager de Splunk. Ça c'est ton métier de base, mais aussi la voix de ce podcast, Les Résilients. Exactement. Et je ne suis pas la seule voix de ce podcast ici. Vrai Ben, si vous avez une bonne oreille, je pense qu'on t'aurait reconnu. Et on va reconnaître les autres parce que ce sont les invités de ce podcast qui seront là avec nous dans un instant. Splunk sponsorise ce podcast. C'est le podcast des super-héros du numérique. Vous allez voir, ils ne sont pas habillés en super-héros aujourd'hui, mais ils sont habillés en super-héros dans un truc dont on va parler juste après. D'abord, c'est une histoire qui a 1 an, en fait. Oui, c'est ça. En fait, le podcast, on l'a lancé il y a 1 an, en septembre 2023, donc un peu moins. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en valeur ces super-héros du numérique, c'est-à-dire des personnes qui œuvrent, entre guillemets, dans l'ombre pour protéger les organisations. Donc, on peut penser à des cyberattaques, on peut penser à, je sais pas, des interruptions de service sur leur organisation. Et eux, leur travail, c'est vraiment de faire en sorte que tout fonctionne bien, mais aussi, quand il y a un gros problème, en fait, de pouvoir rebondir et y faire face. Donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur et on s'est dit c'est un peu nos super-héros du quotidien, donc on a des super-pouvoirs aussi assignés à chacun d'entre eux. D'ailleurs, ils ressemblent à des super-héros sur la couverture de ce petit livre qui est devant toi là. Oui, exactement. Donc ce petit livre, pour l'histoire, en fait, c'est un comics vintage américain, en tout cas on s'est inspiré de ça. Et l'idée c'est qu'on a demandé à chacun des interviewés un peu leur vision de la résilience sur les 5 prochaines années. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans le livre, mais vraiment c'est une BD, donc vous pouvez la prendre avec vous voilà, sur la plage cet été. Il y a aussi des histoires de la résilience que vous retrouvez aussi dans le podcast. À chaque fois, je vais expliquer voilà, ce que c'est la résilience. On a par exemple Boris Cyrulnik, voilà, tout le monde connaît la résilience via le côté sciences sociales, psychologie, mais aussi ça va aller jusqu'à la cyber-résilience qu'on connaît un peu mieux si on est dans ce domaine-là. On va parler aussi de ce qui nous a tous marqué, je pense récemment, le Covid-19 qui a chamboulé des industries tout entières et qui pour certaines a quand même eu un impact positif. On pense au e-commerce par exemple. C'est Les Résilients, c'est un podcast audio, mais il y a aussi un livre, mais il y a aussi de la vidéo qu'on fait aujourd'hui. C'est le complet qu'on vous propose dans un instant dans ce LinkedIn Live. Tu nous rejoins juste à la fin pour faire une petite conclusion. Ça marche. Merci Bertrand. Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. On est autour de Splunk et des Résilients, le podcast sur les Résilients, pour un LinkedIn Live consacré à la résilience du futur, figurez-vous, avec un sous-titre « L'IA, super pouvoir du cyberespace ». Et pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que ça se retrouve sur ce petit livre dont nous fêtons la sortie aujourd'hui et qui marque la première saison du podcast Les Résilients, avec les invités que vous allez découvrir qui sont là, rimés évidemment en super-héros avec notre illustratrice et qui se retrouvent à l'intérieur avec pas mal de notations et puis des petites histoires qui vous sont racontées de résilience. D'abord, on va faire un tour de plateau pour ce LinkedIn Live avec, pour commencer, Fanny Doucan. Bonjour Fanny Doucan. Bonjour. Vous êtes la Country Manager France de Splunk. Et je ne fais donc pas partie des super-héros, mais je suis ravie d'être parmi vous. On va vous mettre super-héroïne à titre honorifique pendant tout le long de ce LinkedIn Live. C'est gentil. Vous avez le droit à ce titre-là. À côté de vous, Sébastien Olaizola, bonjour. Bonjour. Bonjour Sébastien, vous êtes le RSSI de France Média Monde. France Média Monde, en 2 mots, ce sont c'est France 24, c'est RFI, voilà. C'est des gens comme ça. C'est un groupe audiovisuel public français, un petit peu l'équivalent de la BBC, de Voice of America, et qui émet à l'échelle du monde avec 3 médias, France 24, RFI et MCD. Grosse présence notamment sur le continent africain par exemple. Par exemple. Patrick Prosper, bonjour. Bonjour. Vous êtes le RSSI de Groupama. Absolument, donc je suis le RSSI d'une compagnie d'assurance française qui possède quelques filiales à l'international, juste quelques chiffres, c'est une 40aine de milliers de collaborateurs. Et j'ai l'honneur et le bonheur de driver le cyber pour ce groupe. Et puis Youssef Kidani, bonjour Youssef. Bonjour. Vous êtes, je le lis parce que votre titre est quand même pointu, directeur de l'architecture et de la production du GIP MDS. Le GIP MDS, ça ne dit rien à personne. Par contre, si je dis Net Entreprise, alors là, ça parle à tout le monde. Voilà, effectivement. Donc Net Entreprise, on est le portail officiel pour les déclarations sociales des entreprises, qu'on propose un service public et gratuit pour les déclarations et pour la sphère sociale française. Bon, l'idée, c'est de parler de résilience du futur, mais avant de parler de résilience du futur, on va parler de résilience tout court et de vos propres définitions. On va commencer avec vous, Youssef. Donc, avec Net Entreprise, déjà, vous êtes sur la déclaration nominative. Donc, pour ceux qui ont raté ce cours-là, vous allez vous rappeler en 2 mots ce que c'est. Et puis, votre vision également de ce qu'est la résilience. Alors, la déclaration sociale nominative, c'est la DSN. Donc, c'est une déclaration qui a été mise en place pour simplifier la vie des entreprises, qui a permis de remplacer environ 70 procédures.
Alors, par rapport à la résilience, donc comme beaucoup au démarrage, on était plutôt dans une démarche réactive parce que tout ce système-là qui est la DSN, donc c'est un écosystème qui est distribué chez les différents partenaires de la protection sociale, que ce soit par exemple l'URSSAF, la DGFiP, la CNAV et ainsi de suite. Et donc nous, au démarrage, donc on avait un système donc, avec un certain nombre de flux. Donc c'est comme des colis. Donc il y a un colis qui entre et donc il est distribué vers les différents partenaires. Et pour superviser l'ensemble de cet écosystème, on a mis en place un système qui s'appelle l'hypervision. Alors ce système d'hypervision nous a permis d'être résilients parce qu'on est passé de la réactivité donc dans la gestion des problèmes, des incidents, à la proactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à identifier, donc gérer les incidents avant qu'ils se reproduisent. Et donc l'entreprise ne détecte même pas l'incident qu'on l'ait déjà corrigé. Sébastien Olaizola, vous, donc RSSI de France Médias Monde, plein de médias, on les a cités quelques-uns d'entre eux en tout cas. En tout cas, vous êtes dans une structure de la résilience qui est différente de celle de vos petits camarades aujourd'hui, finalement. C'est vrai, c'est un petit peu différent dans le sens où il s'agit de poursuivre les processus métiers, donc produire, diffuser du contenu, quelle que soit la situation, et malgré un incident ou une attaque qui viendrait à se produire. Et donc ça se base essentiellement sur des postures et une cybersécurité permanente. Avec vous, plein d'autres sujets, on en a parlé dans le podcast. Ouais. C'est vraiment passionnant parce qu'évidemment, les médias, ce sont des antennes, ce sont des réseaux, c'est plein de choses. Ce sont des reporters qui sont à l'étranger. Donc vous avez vraiment un champ de sécurité très intense à gérer en fait. Voilà, exactement. Il peut y avoir des cas tout à fait inattendus. Un correspondant qui jusqu'à présent utilisait ses moyens habituels ne fonctionne plus parce que ils ont été bloqués selon la situation géopolitique de l'État en question. Ces moyens sont bloqués, donc on doit intervenir à distance. On essaye d'être pro-réactif justement à ce niveau-là. Patrick Prosper, vous êtes le RSSI de Groupama, donc groupe d'assurance qu'on ne présente plus. C'est quoi la résilience dans un groupe d'assurance ? Déjà, la résilience pour nous, c'est la capacité à résister à un choc majeur. Ça, c'est un point philosophique important. Il y a aussi le poids du réglementaire. La réglementation française et européenne impose de plus en plus aux compagnies d'assurance la charge de la preuve de l'efficacité des dispositifs de maîtrise du risque. Alors je reprends les mots précis pour être complet. Et c'est un enjeu au quotidien. L'idée, c'est de se préparer au pire. On a fait beaucoup pour se protéger. Et maintenant, on se met dans la situation, quand bien même la sécurité à 100% n'existant pas, on se met dans une position, on dit, mais si ça se produisait, comment on organiserait les activités essentielles de nos métiers. En même temps, vous êtes résilient by design d'une certaine façon dans votre monde parce que le prédictif, c'est le cœur même de votre métier. Absolument, absolument. Mais vous savez, des fois, les cordonniers... On ne terminera pas la phrase. Fanny Doucan, vous travaillez avec plein d'entreprises françaises différentes dans plein de corps de métiers différents, justement, chez Splunk. Qu'est-ce que vous retirez de tout ça? Quelle est votre vision chez Splunk de la résilience? Et puis, quelles sont finalement les idées générales qui émergent de chez vos clients? Alors en effet, nous vivons la résilience au travers de nos clients. Ce qu'on va voir et ce qui va se rejoindre systématiquement, je rejoins Patrick sur ce point, malheureusement je pense qu'on ne peut pas se dire qu'on évitera l'incident, le choc, l'arrêt de service. Donc ce qui va être important, c'est de développer les capacités au sein de son organisation, de revenir à un état de fonctionnement normal, voire parfois même meilleur. Donc nous, notre rôle pour nos clients à partir de là, c'est de leur donner les moyens, les outils d'y parvenir. Donc déjà, bien entendu, de leur permettre de repérer le choc, l'attaque, l'arrêt de service le plus rapidement possible et de pouvoir y réagir également le plus rapidement possible pour revenir à un état de service normal, ou en tout cas qui leur permette de continuer leurs activités. À ça, j'ajouterais que souvent, en tout cas jusqu'à maintenant, on a sous-estimé l'impact global sur une entreprise d'un tel choc. Il y a évidemment le fait de pouvoir fonctionner, les systèmes d'information sous-entendant bien sûr cette partie-là, mais il y a également l'impact sur l'image de l'organisation. On doit leur permettre également de pouvoir intervenir sur ces aspects-là. On va parler du futur de la résilience parce que c'est quand même la promesse de ce LinkedIn Live et on va parler du futur à 5 ans. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin parce qu'évidemment on est avec des pincettes sur toutes les nouveautés technologiques, sur l'apport de l'IA. Sachez que ce futur de la résilience à 5 ans, vous avez tous répondu d'ailleurs à des questions qui ont fait l'objet d'un podcast qui sort là, que vous pouvez trouver, qui est un podcast hors série
sur la vision à 5 ans de chacun d'entre vous, les invités de cette première saison. Youssef Kidani, vous, quelle est votre vision à 5 ans? Et vous avez déjà, pour le coup, mis en place chez Net Entreprise de l'IA opérationnelle. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, et comment vous allez, en fait, gérer les nouvelles technologies de l'IA dans cette notion de résilience? Alors, nous avons déjà effectivement une solution intégrant l'IA en production. C'est une solution qui était déjà avec des algorithmes déterministes, qu'on a essayé de booster donc avec des algorithmes IA pour gérer tout ce qui est faux positifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la solution d'hypervision qu'on avait mise en place, on avait des faux positifs. Donc, il y avait 1% d'incidents qui étaient détectés à tort. Et donc, avec cette couche d'IA, ça nous a permis d'éviter donc ces 1% de problématiques, et ça permet aux équipes de passer du temps sur des choses à forte valeur ajoutée, parce qu'ils n'ont pas ce temps-là à vérifier des incidents qui ne sont pas vraiment des incidents. Si on parle du futur par la suite, c'est que là, avec les évolutions qu'on va avoir, notamment sur l'IA et tout ce qui est IoT, donc on va aller plus loin dans l'innovation, et le mix entre les deux va être certainement assez fort, parce que ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'innovation, mais aussi pour gérer tout ce qui est, par exemple, la détection d'attaques cyber, gérer plutôt des problématiques d'incidents ou de supervision, et d'anticiper ces différents problèmes-là. Mais il faut quand même rassurer donc, les équipes, parce qu'on serait plutôt sur des systèmes qui seront assez complexes, donc ça va rajouter de la complexité, mais il faut également travailler avec les équipes pour faciliter donc cette transformation-là, cette gestion de changement, pour les rassurer, parce que l'IA va permettre également d'améliorer leur quotidien. Donc en fait, le chemin vers la résilience à 5 ans, c'est un chemin qui est technologique et humain, mais je pense qu'on va à peu près tous être d'accord sur ce principe-là. Voilà, c'est un mix entre les deux. Patrick Prosper, chez Groupama, vous aussi, vous avez des couches IA qui sont opérationnelles. Elles servent à quoi concrètement aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs aspects dans l'IA. Il y a des sujets de protection, donc qui rejoignent un petit peu ce qui vient d'être dit, pour améliorer la qualité de la détection et la pertinence des actions de remédiation, ce qui nous permet aussi de gérer la pénurie de ressources. On décharge les sachants des tâches ingrates pour qu'ils se concentrent sur les tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est un point important. Deuxième point, les IA nous sont très utiles pour synthétiser, collecter des informations multisources. C'est très compliqué pour un humain d'intégrer beaucoup d'informations en même temps. Donc les systèmes d'intelligence artificielle nous aident à catégoriser, prioriser les informations qui sont délivrées, notamment dans les gestions de crise. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore mis en œuvre, mais c'est plutôt des choses qu'on voit plutôt arriver dans les années à venir sur des systèmes à apprentissage. Voilà, c'est l'essentiel des choses qu'on a mis en œuvre, et aussi dans la détection de la fraude, parce que dans le cyber, il y a aussi une partie fraude, et il faut que les entreprises du monde de la finance résistent à des fraudes. C'est une menace un peu majeure, la fraude, et on a des systèmes de détection basés sur de l'IA apprentissage ou des IA à modélisation. Donc voilà, donc on a à peu près l'ensemble du scope des technologies. L'aide au personnel, la fraude, les cyberattaques évidemment, avec un renforcement en fait, des réponses possibles, et dans un secteur qui est très visé potentiellement, en tout cas, d'ailleurs toutes les grandes entreprises sont visées. Oui, et puis plus globalement, grandes ou petites, toutes les entreprises sont visées. Il y a un chiffre qui me revient là, 52% des entreprises ont subi une attaque. Moi je dis 48% ne le savent pas. Donc voilà, et l'IA c'est un moyen d'amplifier l'efficacité et de reconcentrer les internes, enfin les spécialistes sur la tâche où ils ont vraiment de la valeur ajoutée. Et du coup, il n'y a pas de concurrence. Souvent, on entend concurrence IA, humain. Non, il n'y a pas de concurrence. Il y a une très belle complémentarité. Justement, où est-ce que vous mettez le curseur entre technologie et humain dans ce chemin de résilience? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Je ne sais pas si on sait la quantifier, mais l'IA nous a déchargé de quasiment toutes les tâches ingrates. On a environ 80% des alertes qui sont traitées automatiquement par une IA. Par contre, les 20% restantes nécessitent des hyper-experts. Et du coup, je préfère que mes équipes concentrent leur énergie sur ces actions-là plutôt que sur des faux positifs ou des incidents à faible valeur, quoi. Donc, et c'est bien là l'apport de l'IA. Et pour demain, je vous dis, c'est dans la gestion des crises,
parce qu'on est inondé d'informations dans une gestion de crise, et c'est compliqué de faire la synthèse, ne serait-ce que pour faire la main courante, par exemple. Sébastien Olaizola, vous êtes dans le monde des médias, vous savez mieux que quiconque qu'on peut utiliser l'IA pour des choses terribles, les deepfakes par exemple dans la vidéo, mais aussi pour des choses très positives, et vous en voyez plein qui se pointent à l'horizon, vous. Oui, alors pour juste compléter un peu ce qui a été dit, sans revenir sur la détection des événements de sécurité, l'IA va servir effectivement à faire émerger des signaux faibles, diminuer le seuil en fait de détection. Mais là où il va y avoir dans 5 ans, à mon sens, une plus-value certaine, c'est sur les IA génératives, où l'analyste, en général de niveau 1 ou 2, maintenant, a une certaine compétence pour s'adresser aux outils de détection. Il forge des requêtes particulières. Là, en langage naturel, probablement l'IA fera en sorte que ce métier-là va changer. Voilà, ça c'est déjà un premier point, je pense, qui n'est pas très loin. Dans le monde des médias, sur l'application de l'IA, nous, il y a une pratique de 21 langues sur le groupe, et donc il y a un fort enjeu de traduction en simultané, que ce soit la presse écrite, la presse orale, les sons, des vidéos, la radio, et donc de traduire à la volée dans plusieurs langues de manière à être en adéquation avec la culture du pays, hein, de ne pas faire une traduction machine, ça c'est quand même un enjeu et c'est une application intéressante. Et donc il y a une attention aussi particulière sur ça, sur les données qui servent au modèle d'apprentissage de ces traductions-là. On pourrait imaginer un journal de RFI avec un journaliste qui parle en français et la même RFI est dans 15 langues différentes avec la voix synthétisée de la personne sur l'ensemble du territoire. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement content de ça, mais c'est possible en tout cas techniquement aujourd'hui. Pour l'instant, c'est une aide aux journalistes, mais ça ne supplante pas l'humain. Pour conclure sur ce chapitre Nouvelles technologies, notre deuxième chapitre, un peu vision vers le futur, que vont apporter ces avancées, Fanny Doucan? Alors, je crois qu'on vient de l'entendre sur ce plateau, l'IA est déjà considérée avant tout comme un outil. Quelque chose qui m'a marqué et que j'ai entendu récemment et dit par certains de nos clients, c'est que l'IA n'était plus vue, on l'avait peut-être pensé au départ, hein, mais était déjà plus vue comme une révolution, mais était un outil. Un outil qui, et c'est là la dualité en revanche de cette évolution, qui est à la fois utilisé par les organisations pour améliorer l'efficacité, la rapidité par rapport à des attaques, on en a parlé également, mais il ne faut pas l'oublier, elle permet également d'accroître l'efficacité des attaquants. Ça, c'est une chose certaine, mais là, encore une fois, d'après les retours, pas de révolution en vue. Si je reviens sur un des deux points qui a été développé par Sébastien, l'IA générative, en effet, va permettre de pallier à un manque d'expertise et d'humains dans le secteur de la sécurité. On sait qu'on manque cruellement de ressources, une difficulté déjà existante depuis un certain temps. Donc ça va être un outil sensationnel pour pouvoir pallier à ces manques. Et le machine learning pour accroître l'expertise, la rapidité de la mise en place des solutions notamment. Donc des IA pourront faire des attaques et des IA pourront répondre à des attaques, en fait, pour être précis. Ça, c'est la fin de cette deuxième partie, en fait, sur la partie technologique, mais il y a le pendant de la technologie, et ça s'appelle les réglementations. Et je vous regarde vous, Patrick Prosper, parce que la réglementation, c'est quelque chose qui vous parle. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Est-ce qu'il y a une innovation possible sans régulation, finalement? Non, parce que, en fait, dans tous les actes, dans toutes les activités humaines, s'il n'y a pas des règles, alors qu'elles soient écrites ou orales ou implicite dans la société, le vivre ensemble impose de respecter un certain nombre de règles. Et pour aller sur l'activité du monde de la finance, c'est une activité qui est extrêmement régulée. Déjà, depuis longtemps. Et elle continue à l'être. Et la régulation renforce encore son poids, notamment avec la directive DORA, hein, sur la garantie que doivent donner les établissements financiers de leur propre résilience pour protéger les États membres et les économies des États membres. Donc la réglementation est j'allais dire, pas un mal nécessaire, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien mesurer de ne pas pousser les curseurs trop loin. Il faut une réglementation équilibrée qui laisse l'interprétation possible du droit pour pouvoir
vivre et absorber les évolutions, parce que les textes, il ne faut pas les réécrire tous les ans, ça devient trop compliqué. Et puis, comme il y a du cyber dans les IA, mais il y a aussi de l'IA dans les cyber, il faut refixer les règles, et il y a aussi les règles d'éthique des entreprises. Pour notre entreprise, on a un attachement important à l'éthique, donc on fait très attention sur ces moteurs de score, sur la catégorisation des individus et tout ça, on est très, très prudent, et c'est des outils très puissants, donc il faut des règles pour encadrer l'utilisation, et puis surtout, quand il y a des règles, ça gomme les distorsions de concurrence. Ça aligne tout le monde, à condition que les lois soient faites de la même manière dans tous les États, et elles s'appliquent de la même manière. Bon, voilà, donc c'est les sujets majeurs. D'ailleurs, en Europe, j'ai parlé de DORA, mais il y a l'IA Act aussi qui vient... Parce que jusqu'à présent, pour les entreprises, la résilience, ça pouvait être une culture, ça pouvait être une éthique, comme vous le disiez tout à l'heure, ça pouvait être une obligation si on a affaire à une attaque, par exemple, et qu'il faut qu'on soit résilient la prochaine fois. Maintenant, c'est une obligation légale, en fait. Absolument. Ça change vraiment le paradigme, là, en fait. Ça le renforce, parce que moralement, les entreprises, elles servent des clients. Donc, de fait, implicitement, elles ont un engagement de pérennité vis-à-vis des clients, c'est un point. Deuxièmement, elles ont des collaborateurs. Donc, il y a un engagement de pérennité de l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs et puis des autres parties prenantes, des actionnaires, etc., etc. Donc, il y a déjà cette culture de la résilience. Et puis, sur une entreprise très liée au monde agricole, on a cette culture-là de la résilience. Les orages, les inondations, j'en passe, c'est des meilleurs. Dans les services publics, Youssef Kilani, vous avez aussi vos propres régulations. On pense au NIS 2, par exemple. Comment est-ce que vous êtes impacté par ça? Qu'est-ce que vous mettez en place, en fait? Alors déjà, il y a eu NIS 1, qui était plutôt destiné à la sphère plutôt publique. Là, maintenant, il y a NIS 2, mais qui est plus large. Donc même les TPE, PME peuvent être impactés. Et donc, par rapport à ça, donc, il y a pas mal de directives à mettre en place. Il y a un bel organisme qui est l'ANSSI, qui est plutôt précurseur et qui nous permet d'avancer sur ces éléments-là, avec, notamment par rapport à la partie publique, où il nous aide avec des audits ou des choses comme ça. Et donc, par rapport à la partie NIS 2, donc, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, mais par contre, il faut avoir les budgets qui vont bien pour faire les investissements, pour essayer d'améliorer le système et tenir par rapport à ces différentes réglementations. À propos de réglementation, de régulation, on a quelqu'un qui connaît bien l'histoire, c'est vous, Sébastien Olaizola, parce que dans une vie antérieure à France Média Monde, vous étiez dans l'armée, en fait. Alors, dans des services particuliers de l'armée, on va dire, mais en tout cas rattaché à l'armée, et vous connaissez bien ces injonctions absolues des militaires. Là. Oui, alors dans mon passé, j'étais au ministère de l'Intérieur et au ministère des Armées pendant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que ces ministères-là, ça rejoint un petit peu ce que disait Patrick, c'est des secteurs régulés. Et donc, il y a un certain nombre de textes qui se cumulent, on peut dire maintenant, et qui poussent le législateur, quelque part, force à ce qu'il y ait des efforts de cybersécurité, on fait le focus sur la cybersécurité, par la réglementation, pour contraindre. Et c'est ce qui vient vers le monde civil avec NIS 2, qui, depuis en gros 2017, un certain nombre de réglementations européennes et nationales pour contraindre les chefs d'entreprise, en plus des administrations, de suivre un certain nombre de recommandations plus ou moins poussées. Alors c'est vrai que ça prend un certain nombre de ressources en personnel, de ressources financières, ça peut être externalisé, et ça prend une charge donc à quantifier à l'année pour les équipes cyber et surtout les équipes métiers. Parce qu'en réalité, c'est une problématique métier. Avant de se quitter, on va faire un petit tour de table de recommandations. On vous l'a fait ce coup-là dans le podcast, puisque vous avez recommandé quelqu'un d'autre qui, parfois d'ailleurs, a été invité du podcast, ou le sera peut-être dans le futur. Et j'aimerais vous demander une recommandation sur, par exemple, un livre, un e-book, un blog, un article, une personne à recommander, à suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui vous semble intéressante autour de cette notion de la résilience, et même de la résilience du futur. Sébastien. Alors moi, j'ai bien envie de recommander Nicolas Arpagian, l'infatigable Nicolas Arpagian, qui vulgarise justement depuis un certain nombre d'années
soit dans les médias, soit au travers de ses ouvrages qui en général sont des essais, etc., sauf son dernier qui est plutôt un roman. Donc voilà, je mettrai plutôt le focus sur lui pour le grand public. Nicolas Arpagian. Ben voilà. Youssef. Alors moi, c'est plutôt un livre cette fois. Ouais. Donc c'est Life 3.0. Et ça parle d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est sorti en 2018 où l'intelligence artificielle était plutôt au stade d'invention. Donc pas vraiment une innovation et pas une technologie ou un outil comme a dit Fanny. Et donc c'est un livre qui est très très intéressant. Vous avez le nom de l'auteur en tête ou pas? C'est Max Togerman. Et ça dit quoi en 2 mots, vraiment la thèse générale du bouquin? Alors ça nous montre comment notre vie va changer. Donc ça permet d'anticiper cette évolution-là et ce changement. Merci pour le recours. Patrick Prosper. Moi, je ferai appel à mes souvenirs et à mon côté geek de nature. Je recommanderais une revue qui est la seule revue française et francophone en cybersécurité, qui s'appelle MISC, M-I-S-C. Alors après, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vraiment très très intéressant parce qu'on peut avoir des articles sur du juridique, des articles sur comment se reconstruire après un accident, Active Directory. Enfin, voilà, donc j'adore cette revue. Je la suis depuis le numéro 1. Je suis abonné depuis le numéro 1, donc très bonne revue. J'ai pensé que vous alliez nous parler d'un vieux comics. Non, je ne l'ai pas fait. Avant qu'on démarre, on parlait de comics. Oui, c'est ça. On bondissait sur le fait que ça nous rappelait pas mal de choses. Oui, c'est exactement. Même les petits détails sur la couverture. Oui, absolument. Non, désolé, j'ai parlé de MISC. Fanny Doucan, un comics ou plus sérieux? Alors, plus sérieux, je ne sais pas si ce serait une bonne recommandation pour la serviette cet été, mais si vous souhaitez aller plus loin sur le thème de la résilience, on vient de sortir une étude faite auprès de plusieurs centaines de clients et qui donne leur retour d'expérience par rapport justement aux causes des crises qu'ils peuvent rencontrer dans leurs organisations et ce qui va être le plus important, à leur sens, pour pouvoir les traiter et y remédier le plus rapidement possible. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'elle est très large. Elle ne se résume pas uniquement aux services IT, puisqu'encore une fois, la résilience, si on parle d'organisation, doit se traiter d'un point de vue de l'entièreté de l'organisation. Et moi, je vais terminer avec 2 recommandations, en fait. La première, c'est celle-là, étonnamment. Ce petit livre que nous célébrons aujourd'hui, La résilience du futur. Donc un petit livre que vous pouvez trouver avec toutes les personnes que vous avez entendues, puis d'autres aussi qui sont des invités de ce podcast tout au long de l'année qui sont là. Et puis il y a évidemment le podcast spécial, une édition spéciale du podcast, la vision à 5 ans de chacun de nos invités. Ce podcast est disponible dès aujourd'hui en fait, et vous pouvez le retrouver sur les mêmes plateformes que celles sur lesquelles vous écoutez régulièrement les Résilients. C'est tout simple. D'ailleurs, j'espère bien que vous êtes abonnés aux Résilients depuis le temps. Il serait temps de vous y mettre, d'autant qu'on va peut-être continuer l'aventure. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci vraiment d'être venus dans ce podcast. Et je renvoie vers chacun de votre podcast. Pas vous, Fanny, pas encore le podcast. Mais pour les 3 autres, il y a un podcast avec un épisode d'une 20aine de minutes où vous expliquez vraiment vos histoires. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans ce LinkedIn Live. Et voilà, il y a tout de suite beaucoup moins de monde sur ce plateau. Nos invités du LinkedIn Live sont partis, mais heureusement, et comme prévu, Audrey Williard est revenue. Je suis là. Avec 4 bonnes nouvelles, Audrey. On commence par la première. Bon, la première, je pense que tu en as pas mal parlé. Déjà, voilà, c'est une le bonne livre, nouvelle. il est sorti. Donc, vous pouvez le recevoir. Soit vous le téléchargez gratuitement, il est disponible en ligne. Soit vous nous demandez, on vous envoie une copie à la maison. Vous nous contactez sur LinkedIn. Voilà, on est dispo. Bonne nouvelle numéro 2. Alors, c'est pas juste un livre, c'est aussi un podcast audio. Donc, comme d'habitude, on l'a publié sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. C'est 10 minutes seulement et vous pouvez écouter les visions de nos interviewés. Et c'est riche en prospective, en fait, sur la résilience. Bonne nouvelle numéro 3. Alors là, aujourd'hui, on fête la fin de la saison 1 et aussi les audiences. En fait, on a été surpris et très contents des résultats. Vous êtes vraiment très nombreux à nous écouter et ça ne cesse d'augmenter. Donc voilà, on est super contents. C'est une super saison qui s'achève. Et donc, en lien avec le 3, vient la bonne nouvelle numéro 4. C'est comme ça. Exactement. On revient pour la saison 2 en septembre. Et cette fois-ci, la grande nouvelle, c'est qu'on va passer à un épisode par mois.
Donc voilà, encore plus d'histoires à entendre, d'interviewer à rencontrer. Et d'ailleurs, si vous avez une bonne histoire de résilience à raconter, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir proposer votre vision. Vous pouvez joindre Audrey Williard avec un T à la fin de Splunk, facile à trouver sur tous les réseaux sociaux et sur LinkedIn évidemment où on suis était très présente. très présente sur LinkedIn, ou bien dans les commentaires. En fait, sous ce LinkedIn Live, il y a des commentaires et il y a des informations pour suivre les pistes, tout simplement. Exactement, on a mis tous les bons liens, donc voilà, n'hésitez pas à cliquer. Merci Audrey. Merci On repart à pour une toi. nouvelle saison. C'est ça, à bientôt.